Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, on va, dans cette conférence, cette table ronde, nous allons parler de social recruiting. Donc, excusez-moi pour mon accent. On va parler de la façon dont le social media, les réseaux, aussi bien d'ailleurs numériques, mais aussi les réseaux naturels, peuvent nous aider dans notre mission de recrutement. La façon dont on va pouvoir s'appuyer, par exemple, sur la marque employeur, comment on peut détecter des profils, comment on peut utiliser les réseaux pour diffuser des annonces, enfin, toutes les choses qui vont nous permettre d'être plus efficaces. Et donc, pour commencer euh, cet atelier, cette table ronde, nous allons demander à Mathieu Valin, qui est donc le dirigeant de l'agence Osez Réseau, on dit Hello Réseau. agence, Hello Réseau, pardon. Hello Réseau. Oui. On ne dit pas agence, mais Alors, comment cabinet? on dit centre de formation et de Centre de conseil. formation et de conseil. Voilà. Très bien. Donc, Mathieu Valin va nous planter le décor en fait, de ce social recruiting et nous apporter différents éléments qui vont permettre derrière eh bien, à nos invités de débattre. Merci, merci Jean-Christian. Alors, je prends parce qu'il faut que je sois timé. Alors, je vais mettre mon petit chronomètre, parce que sinon, après, je vais dépasser. Wow. Alors, l'objectif, c'est de parler effectivement social recruiting. De social recruiting je vais prendre à peu près un quart d'heure pour capter votre attention là-dessus. Puis après, on va avoir des spécialistes, des témoins, enfin, ils se présenteront après. Avant tout, je vais vous lancer une petite vidéo que j'ai chopée, enfin que j'ai montée. Voilà, je la lance. Alors me voilà. Je postule pour être un de vos stagiaires parce que plus je réfléchis à cette idée, plus je trouve qu'elle est fantastique. J'adore l'idée d'avoir un rendez-vous quotidien. Je veux du relationnel, je veux de la passion, je veux être stimulé, défié et aussi sans doute qu'on ait besoin de moi. Côté technologie, je ne suis pas encore un as et pour apprendre ce qu'était un connecteur USB, j'ai dû appeler mon petit-fils de 9 ans. Ok Benjamin, je vais maintenant vous poser notre question qui en dit le plus sur nos stagiaires. Alors je veux vraiment que vous cogitiez à max, ok? Alors prenez votre temps. Vous vous voyez où dans 10 ans? À 80 ans? Oui, c'est ça, oui. Bon, Attendez, j'avais pas réalisé que vous en aviez 70, donc la question ne marche pas pour vous. Hein. Alors on va oublier celle-là et continuer. À vous de voir, Justin. Voilà, on peut être recruté ou recruteur à tout âge. Hein. Lui, il a plus de 64 ans a priori. Alors, c'est bon, j'ai zappette. En fait, le seul objectif qu'il faut qu'on se donne, c'est que vous, alors ici, on a un recruteur en témoin ici, c'est de capter les candidats dans son équipe. Ça, c'est très important. On est vraiment à les capter actuellement. C'est ça le social recruiting, c'est d'arriver à venir les chercher. Et on n'est plus sur les offres d'emploi. Ça ne marche plus parce qu'il y a une pénurie d'emploi. Et ça, c'est important de remettre le contexte en place. Alors, on va parler de quelques stats avec notre ami. On continue avec notre ami Robert. Quelques stats. 86% des candidats utilisent les réseaux sociaux dans leur recherche d'emploi. C'est bête à dire, mais c'est quand même important d'y être. 73% des millennials, donc la jeune génération, ont trouvé leur poste actuel grâce aux réseaux sociaux. Et enfin, 75% des candidats ne prennent pas un emploi dans une entreprise qui n'a pas, enfin, qui a une mauvaise réputation, pardon. Même s'ils étaient au chômage. Ça veut dire que la réputation, l'irréputation, est quelque chose de très important sur les réseaux sociaux. Si je continue côté recruteur, 54% des recruteurs ont décidé de ne pas embaucher un candidat sur la base de son profil LinkedIn, enfin souvent LinkedIn. Ça veut dire que la présence, l'irréputation qu'on a, elle est importante et dans l'autre sens, ça peut être nuisible. Ça, c'est important. Et moi, je le sais, il y a un candidat que je n'avais pas sélectionné pour sa photo parce qu'il regardait à côté. Bah oui. Donc, c'est important ça. Les recruteurs consultent en moyenne 8 plateformes, 7 à 8 plateformes différentes. Donc, ce n'est pas uniquement les réseaux sociaux, ça peut être aussi ce qu'on appelle des job boards, les job boards, Hello Work, etc. Et LinkedIn reste la plateforme numéro 1, mais il y a aussi Facebook, Instagram et TikTok est quand même 5e. Certaines personnes arrivent à recruter avec TikTok. Pas forcément que sur de la danse. Alors, en fait, le responsable RH,
il est le premier fan de vos candidats. Mon ami Robert, il faut l'avoir comme un fan. Il faut le voir comme un. Faut l'attaquer. Quand vous êtes responsable RH, il faut que vous alliez vers les personnes. Il faut vraiment se mettre en valeur par rapport à ça. Et encore une fois, c'est ça l'important. Il faut donc capter vos candidats en réseautant. Et là, on commence à rentrer dans le sujet. Le social recruiting. Dans social recruiting, il y a social. Social, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement faire du réseautage. Et ce qui est très important, c'est que vous, RH, qui m'écoutez, allez nous écouter sur les réseaux sociaux et qui êtes présents parmi nous, sortez du bois. Sortez du bois. C'est à vous de faire le job et pas simplement la page de la société. Trop souvent, on pense que je mets du contenu marque employeur, la fameuse marque employeur, je la mets sur ma page. Non, ça ne suffit pas. Ce qui est important, c'est de faire du réseautage. C'est pour ça que j'ai mis un cocktail avec des gens qui trinquent, parce qu'il faut être dans une posture de réseautage. 70% des candidats sont passifs. Et ouais, ils attendent tranquillement dans leur chaise longue. Tranquille. Ben oui, ils ne vous attendent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Il y a 2 slides. Le reste, c'est pour vous mettre en condition. Il y a 2 slides importants dans ma presse. La prochaine, c'est la plus importante. En fait, face à vous, et ça va parler aussi aux commerciaux, on a des candidats qui sont dans des étapes de maturité, comme un commercial comme un client qui attend un produit, différent. Il y en a une grosse partie, on a dit 70%, qui sont passifs. Ils attendent rien. Ils sont bien dans la situation dans laquelle ils sont. Bah ouais, mais j'ai envie quand même d'aller les chercher, j'ai envie de les sortir du bois pour qu'ils viennent dans ma boîte. Ça, je vais publier des infos qui sont de nature à correspondre à ce que attend de la veille du candidat. Ce qu'il attend, par exemple, je vais parler du télétravail, je vais parler de différents sujets. Ensuite, je peux avoir des candidats qui se préoccupent. Ah, ils sont dans un inconfort, ils ressentent un manque, ils ont besoin d'aller voir ailleurs, mais ils ne savent pas encore lequel. Qu'est-ce que je vais leur dire? Ensuite, les personnes qui veulent s'engager pour arriver à des personnes actives. Les engagés, c'est des personnes qui veulent agir. OK, j'ai compris que je voulais changer de job dans tel domaine, mais est-ce qu'il y a du boulot? Ah, si je fais un poste, moi, RH, qui correspond à ça, je vais peut-être le capter. Et puis à la fin, je vais pouvoir mettre une annonce. C'est pour ça que souvent les RH pensent que LinkedIn, ça ne marche pas. Quand je mets des annonces, ça ne marche pas. Forcément, le RH n'a pas mis les autres contenus en amont, n'a pas travaillé un discours pluriel. Et si en plus le contenu a été mis d'une page, ça ne marche pas, quoi. Donc ça, c'est une slide très importante. Ce qu'il faut bien comprendre en social recruiting, c'est qu'il faut, que ce soit le RH qui prenne la parole ou d'autres personnes de la boîte, mais que l'humain prenne la parole et pas que la page. Ça, c'est la première chose. Et 2, qu'il y ait un contenu pluriel, pas que des annonces. Trop souvent, on le fait, ah tiens, il faut recruter. On met des annonces à ce niveau-là. Je regarde rapidement mon timing, c'est bon, je suis à la moitié. Alors, quelques exemples de prise de parole. Là, il y en a plein, il y en a pléthore. Alors, je suis allé chercher vers des RH qu'on a accompagnés. Sandrine, elle parle de négociation annuelle obligatoire. Ouh là là, c'est vachement technique ce truc. Bah oui, mais elle a fait un buzz énorme parce qu'en fait, elle a été relayée par d'autres RH. Et qui dit d'autres RH dit un réseau autour des RH. C'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, si je reprends les étapes de maturité, elle est allée sur un sujet hyper technique qui était plus pour une cible d'autres RH, mais du coup, elle a fait du buzz dans d'autres RH, et comme ça a été relayé par d'autres RH, elle s'est fait connaître par des personnes qui connaissent, qui sont en relation. On est dans du réseautage. Donc, ça veut dire que les personnes elles se crédibilisent comme une RH qui maîtrise le sujet. Elle ne va pas faire que ça comme contenu. Mais si après, elle fait un contenu comme celui de Véronique, qui, elle, va être beaucoup plus sur un contenu, voilà, on s'éclate, il y a un côté, on s'amuse, enfin, on s'amuse. Voilà mon terrain de jeu actuellement. Là, ça va donner un côté un peu plus humain. Et puis, on peut aussi avoir de l'incentive. Et après, des annonces. Je n'ai pas mis, bien sûr, des postes d'annonces. Bien sûr qu'il faut un poste avec des annonces en tant que tel. Mais ce n'est pas que ça. Donc, on voit que le social recruiting, c'est tout simplement, en fait, c'est quoi? C'est d'être dans un cocktail et savoir se réseauter et savoir prendre la parole, en fait. Je vais terminer tout à l'heure là-dessus, mais c'est tout simplement ça. Après, les leviers, ils sont digitaux, ils ne sont pas dans un cocktail. La marque employeur, c'est aussi une force commerciale. Ça, c'est important de le dire, c'est que souvent, c'est mis de côté, ouais, bon, d'accord, mais nous, ce qu'on veut, c'est faire du chiffre. Oui, mais quand on vend du contenu de marque employeur, on vend du business.
il n'y a rien de mieux qu'une RH pour vendre le business de votre entreprise. 71% des RH rencontrent des difficultés dans la création de contenu parce qu'il est là au cœur. C'est facile de dire prenez la parole. Allez, tiens, toi, parle, fais-moi rire. Ben non, ça ne marche pas. C'est compliqué. Qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois le dire? Alors tout ça, ça se travaille. Mais il y a des nouveaux acteurs sur le marché. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive sur le marché. Je vais vous prendre un exemple de ChatGPT. OpenAI, maison mère de ChatGPT. Là, j'ai demandé à ChatGPT de me trouver des idées. Ben, il m'a proposé des idées de contenu en mettant dans le prompt. Alors là, je vois ça de loin, je suis directrice des ressources humaines dans le domaine industriel, etc. Il m'a donné des idées. Ça permet de préparer. Attention, ChatGPT se trompe. Alors, on a eu un débat juste avant avec Renaud Varocco qui disait non, c'est pas vrai. Alors, il a quelque part pas forcément tort. Si on pose bien les questions, il ne se trompe pas trop. Mais si on pose des questions très ouvertes, il peut se tromper. Donc, faites attention à cette IA. Mais par contre, alors vous allez me dire, mais quel intérêt, Mathieu, tu m'envoies sur un truc, là, ils vont dire n'importe quoi. Non. Si on s'organise bien, il va répondre correctement. Il va m'aider, en fait. C'est un super assistant. Alors, si j'avance encore, pareil pour les visuels, Midjourney. Tous les visuels que vous avez vus jusque-là ont été créés avec Midjourney. C'est-à-dire que c'est une IA, j'ai dit à l'IA, mets-moi Robert De Niro dans tel domaine, mets-moi Robert De Niro sur une chaise longue, etc., dans un machin, et il m'a généré tout ça. Ça veut dire qu'en termes de visuels, on peut faire générer par l'IA des visuels même qui soient un petit peu soit provocateurs, soit affectifs, etc., ou qui soient conceptuels. Là, je n'en ai pas utilisé, mais on peut faire des visuels conceptuels. Ça veut dire que le RH prend une casquette assez communicant. Oui, il est dans un cocktail. Donc, c'est ça la difficulté, c'est d'arriver à le faire sortir du bois. Donc, pour terminer, les 3 actions à faire sur le terrain, bah, c'est que le RH avec un S, j'aurais dû mettre, sortez du bois. Et je vous avais dit, il y a 2 slides importantes. La première, c'était la maturité, ça c'est ce qu'on doit dire. La deuxième, c'est comment on doit le dire. Bah, en fait, comment on doit le dire? Bah, il y a 3 actions à faire sur le terrain. Premier, c'est la prise de parole, ça j'en ai parlé. La deuxième, c'est l'audience. On en parlait tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, on parlait de l'audience. L'audience, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller chercher, parce qu'avec LinkedIn, vous avez un super moteur de recherche et avec ce qu'on appelle la recherche booléenne, vous regarderez sur le web, ça vous permet de trouver des personnes hyper précises, des futurs collaborateurs hyper précises. Donc ça, il faut le faire et engranger. Et souvent, les RH, ils ont peur de serrer la main à des contacts sur LinkedIn, mais c'est pourtant leur job. Alors, ceux qui s'occupent du recruiting, bien sûr, pas de la paye, mais ça, c'est important. Et le dernier, c'est d'animer tout ça, d'aller trinquer dans ce cocktail. Ça s'appelle faire un like. Aller commenter dans ce cocktail. Ça s'appelle commenter aussi sur LinkedIn, ça tombe bien. Donc, en fait, si je résume tout mon développement, c'est que le social selling, vous l'avez vu en contexte, c'est quelque chose d'hyper central, en fait, dans l'usage à la fois des candidats et à la fois de votre prise de parole. Il faut avoir une parole plurielle, ça c'est le contenu. Il faut aller chercher l'audience. Alors ça, c'est plus du côté LinkedIn où on va pouvoir le faire, d'aller chercher quelqu'un, mais vraiment hyper précisément, et le demander en contact. Sachez que 60 à 70% des gens acceptent votre mise en relation. Donc, le seul risque que vous prenez à demander quelqu'un en contact sur LinkedIn, c'est que ça marche. Et la dernière chose, c'est l'animation, c'est-à-dire trinquer et échanger. Donc, avoir une vraie posture de réseauteur. Voilà ce que c'est que le social selling pour nous au niveau d'Hello Réseau. Voilà, j'avais promis 12 minutes 30 et ça fait 12 minutes 30 de vidéo pour Loïc de tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va donc continuer cette discussion passionnante en faisant un tour de table qui n'est pas une table d'ailleurs, en allant sur passer le micro peut-être à Hervé. Après, on va le faire de façon un petit peu séquentielle. Et puis après, selon les idées qui vous viennent, à ce moment-là, vous pourrez… Alors peut-être en 2 mots, vous présenter, et en particulier par rapport à cette thématique de social recruiting. Ouais. Et puis ensuite, voilà, on va aborder les différents sujets dont Mathieu nous a parlé. Donc Hervé Lebert, je suis actuellement entre 2 jobs. Je démarre un nouveau job la semaine prochaine, mais je ne suis pas là pour en parler. Et mon job précédent, c'était directeur adjoint de la formation à la CCI du Morbihan.
Et pendant cette année 2022, par exemple, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs recrutements que je faisais par approche directe en mode social recruiting sur LinkedIn. Ce que je peux vous dire par rapport à ce que tu as dit, et merci beaucoup Mathieu, c'est qu'effectivement la marque employeur est importante et que les gens vont suivre davantage une personne qu'une page entreprise. Donc moi, j'appuierais beaucoup et je forcerais le trait sur le fait de communiquer en son nom propre en parallèle de la page entreprise qu'on peut avoir. Le deuxième point, c'est qu'on a parlé beaucoup de LinkedIn, mais que je peux vous citer l'exemple de Marie Lanoé, qui est directrice de l'agence Temporis Savane et Auray. Et en fait, elle cherchait un ouvrier ostréicole et elle ne le trouvait pas en publiant sur les job boards et les réseaux traditionnels. Et puis, elle s'est dit, mais finalement, c'est quelqu'un de jeune que je veux et il est peut-être sur TikTok. Et donc, elle a publié une annonce sur TikTok et elle a eu des candidatures et elle a trouvé son candidat. Donc, il faut travailler la marque employeur. Il faut également choisir le bon réseau. Quand j'étais chez Abaca, qui est un cabinet de recrutement à Rennes, où je m'occupais de développer la formation, Abaca faisait aussi des bilans de compétences et puis de la chasse, eh bien, on allait également chasser sur des vieux réseaux qui sont presque morts, mais sur lesquels les gens ont encore des profils, par exemple Viadeo. Et donc, parfois, on va chercher des gens qui ont encore un profil actif sur Viadeo, mais qui sont en poste, et on va leur proposer de faire autre chose ou de partir sur une nouvelle expérience. Donc, un petit peu comme le social selling, le social recruiting, c'est de l'adaptation, c'est du test and learn. Et puis, ben, il n'y a pas de recette miracle. Mais à partir du moment où on essaye et on voit que ça fonctionne, à partir du moment où on a une promesse et on ne fait pas que publier, à partir du moment où il y a du contenu qui va faire qu'on va avoir déjà, ce n'est pas best place to work, mais c'est on va avoir une belle image en ligne, notre e-réputation d'entreprise, eh ben, ça peut fonctionner. Voilà ce que je peux dire en guise de préambule. Et je passe maintenant le micro à Nora. Merci. Oui, bonjour, bonjour à tous. Nora Mostovoy, j'ai créé la société Sigma Up il y a maintenant 6 ans. Et chez Sigma Up, nous accompagnons les entreprises pour avoir le bon commercial au bon moment. Voilà. Donc, nous, dans nos activités de tous les jours, vous l'aurez compris, nous cherchons des commerciaux que nous proposons à des entreprises qui souhaitent développer leur force de vente ou mettre sur le marché une offre ou un produit. On est présent sur les réseaux sociaux et ce qui me frappe, enfin, ce qui attire mon attention, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'indépendants, notamment chez les commerciaux. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent à leur compte. Donc, quand une entreprise cherche à recruter quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un qui s'est mis en statut d'indépendant. Et ces statuts ont une exigence qui est différente de quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi et qui va absolument trouver quelque chose. Donc, ce sont des profils qui regardent beaucoup la présence de l'entreprise sur les réseaux sociaux, son audience, ce qu'elle fait. Et quand ce n'est pas aligné par rapport aux annonces qui sont faites, ils n'y vont pas, carrément. Et pour compléter un peu ce que tu disais, Mathieu, tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand on recrute aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un passage obligé. Donc, il y a le logiciel, il y a l'humain, mais il y a aussi l'état d'esprit. C'est-à-dire que parfois, on peut dépenser beaucoup de temps, donc beaucoup d'argent, à faire des annonces absolument magnifiques. Et quand on rencontre le candidat, on le met avec un recruteur qui ne comprend pas, qui lit ses fiches, qui pose des questions. Moi, parfois, quand je présente un commercial à une entreprise, j'arrête l'entretien. Je leur dis, attendez, on présente un commercial qui a 15-20 ans d'expérience pour vraiment aider l'entreprise à se relever, à avoir une présence sur le marché. Ah, c'est pour moi, ça? Voilà. Et donc, on demande à ce commercial, alors, qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour faire de la génération de leads? Mais ce commercial, sur son CV, il n'a pas de génération de leads. Il peut ne pas savoir générer des leads. Mais en revanche, il peut aider une entreprise à se développer, à se positionner sur le marché. Voilà. Donc, il faut bien lire le CV de la personne, voir son parcours, parce qu'un entretien peut vraiment mettre fin à peut-être une collaboration qui aurait pu avoir un bel avenir. Voilà. Et puis, je rajouterai un dernier point et je te passe la main, c'est que quand on recrute aujourd'hui, très souvent, on sous-entend un CDI. Et je précise, un CDI, ce n'est pas un contrat à durée infinie, c'est un contrat à durée indéterminée.
Donc, l'indéterminé, ça peut être 15 jours, tout comme ça peut être 5 ans. Je n'avance pas sur les 10 ans. Voilà. Donc, voilà. Donc, gardez à l'esprit ces points d'attention, même si on est sur les réseaux sociaux, même si on met tout en place, il faut vraiment avoir une cohérence sur toute la ligne de la détection du candidat jusqu'à la signature du contrat. Merci. Donc, Hervé Basset, je suis le fondateur de Job Staging, qui est une agence de recrutement. Donc, on est la première start-up du recrutement digital sur les métiers d'informatique sur le territoire breton. Donc, je viens de créer cette activité il y a quelques mois. Effectivement, je vous confirme ce qui a été dit, le recrutement social, si on peut appeler ça comme ça en français. C'est mon quotidien. Clairement, il y a quelques années, une entreprise qui devait recruter des développeurs ou des chefs de projet en informatique pouvaient se limiter à publier une annonce sur un job board ou sur leur site web et ils attendaient les candidats. Voilà, ça c'est fini, ça n'existe plus. Les candidats en informatique, de par la tension et de par la rareté des profils, alors eux, ils sont, dans mon métier à moi, ils sont 100% passifs ou attentistes par rapport à la typologie de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher les annonces, ils attendent qu'on les appelle. Et quand je dis on, je parle de moi et de mes collègues du recrutement ou des entreprises. Et donc, effectivement, leur personal branding sur les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn, mais je confirme aussi qu'il y a TikTok, il y a Facebook, un petit peu moins, à vrai dire, et d'autres, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce que en complément du CV, donc le CV reste quand même la première approche, très clairement, mais la présence sociale sur LinkedIn et le site web, on n'en a pas du tout parlé, mais il y a aussi le site web qui fait partie de ce social recruiting dont on parle, le site web personnel du candidat. En informatique, ils ont pratiquement tous maintenant soit un site web personnel ou ce qu'on appelle un Git, donc c'est une sorte de book de leur code. Donc là, il est pratiquement aussi important que le CV. Le CV va être une première approche et on va aller compléter. Et donc, effectivement, une présence sociale qui ne serait pas cohérente, par exemple avec le CV, clairement, c'est pas une faute, mais c'est un élément un peu perturbateur pour nous. Et donc, moi, j'interviens parfois dans les IUT d'informatique et je dis aux jeunes candidats, vous devez être aligné, votre CV doit être cohérent avec votre site web, avec votre présence sur LinkedIn, votre présence sur TikTok, etc., qui est un réseau social privé en principe. Mais attention, effectivement, je confirme, les entreprises, les recruteurs regardent la présence sociale. Et donc, on peut entendre que sur TikTok, le futur candidat parle de foot ou d'autre chose, de sa vie privée, mais attention, il y a quand même potentiellement le futur employeur qui va regarder ce qu'il fait, donc ça peut avoir des conséquences non négligeables. Dans tous les cas, LinkedIn, clairement, c'est le deuxième CV. Autant la lettre de motivation, je confirme que ça ne sert plus à grand-chose, mais le CV, premier impact, et le deuxième impact, c'est le profil sur LinkedIn. Est-ce qu'il est cohérent avec le CV? Est-ce que ce sont les mêmes informations? Est-ce que le personal branding est aligné, cohérent? Tout ça, ça donne une image du candidat qui va être positive, plus ou moins négative. Et ça joue clairement dans le premier tri. Ça ne remplace pas, je suis d'accord, avec évidemment l'entretien final et puis le vrai échange humain qui reste le plus important. Mais là, je parle du premier tri, on va dire, qui va mener parmi 20 candidats, les 3 qui vont être en présentiel avec le futur employeur. Et voilà, d'où l'importance. Très bien, merci. Alors, excuse-moi, tu voulais... Parce que juste... Non. En fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, vous êtes en train de me dire qu'on doit avoir une visibilité pertinente en tant que candidat. Donc, ça rejoint un peu ce que tu nous as dit tout à l'heure sur la notion de contenu aussi côté entreprise et côté recruteur. Sur quel point on peut appuyer en tant qu'entreprise pour se différencier ou au moins rassurer un candidat sur le fait de venir travailler pour nous et comment on va mettre ça en œuvre en termes de contenu? Alors, j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête. Il y a certaines entreprises qui peuvent être assez grosses et qui vont faire partie des best places to work avec un palmarès. Et donc, elles peuvent dire, voilà,
on est une entreprise où les gens aiment bien travailler. Après, il peut y avoir également la possibilité pour les gens de mettre en place des activités, des associations. Ça peut être du sport, ça peut être des engagements par rapport à quelque chose d'humanitaire, et ça peut plaire. Il y a aussi un autre pan qui aujourd'hui prend de l'ampleur, c'est le côté responsable, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et à partir du moment où il y a des actions concrètes qui sont menées, eh bien, ça peut sensibiliser, notamment des millennials qui veulent qui veulent une quête de sens, qui sont de plus en plus difficiles à aller chercher et qui vont plus facilement venir si on fait ce type de démarche. Ensuite, ce qui me semble important pour attirer les gens, c'est que ce soit vrai. C'est-à-dire que Thierry Coulmin, s'il était avec nous, pourrait en témoigner. Il faisait pas mal de vidéos pour des marques employeurs et il interviewait des salariés qui disaient spontanément ce qu'ils pensaient de leur travail. Par contre, si jamais on lui demandait de faire un fake, il disait non. Donc là aussi, un petit peu comme il faut être aligné et il doit pas y avoir de différence entre mon profil LinkedIn et qui je suis vraiment. Il y a déjà eu d'ailleurs au niveau juridique des gens qui ont été attaqués parce qu'ils mettaient des fausses informations sur le profil LinkedIn. Eh ben, je pense que l'employeur doit être transparent sur ce qu'il est vraiment. Et si demain j'intègre cette société-là, je dois vraiment retrouver la promesse qui m'a été faite sur l'offre d'emploi ou encore sur le profil, sur le site web. Oui, alors juste Pour AMC d'abandonner son micro. peut-être pour compléter le côté candidat avec qui je discute beaucoup, évidemment, au quotidien. Ce qui me paraît important, vous avez parlé de marque employeur, donc ça, je trouve ça hyper impactant, évidemment, mais la marque employeur, c'est la communication. Et attention, moi, je parle de promesse employeur. Du côté candidat, c'est ça qu'ils vont retenir. C'est-à-dire que, alors moi, je suis dans l'informatique, donc inutile de vous dire que au jour d'aujourd'hui, les candidats choisissent leur futur employeur. Hein. C'est le rapport s'est inversé. Hein. C'est eux qui ont le choix entre plusieurs entreprises. Donc, effectivement, ils vont aller voir la page LinkedIn de l'entreprise, ils vont aller voir le site web. Et ce qui est important, alors ils vont être attentifs, je confirme ce que tu dis, Hervé, sur ce qui est dégagé, sur les éléments de langage, mais attention, ils ne sont pas naïfs non plus. Hein. Voilà, les éléments de langage RSE qu'on voit partout, voilà, au bout d'un moment, on parlait de bullshit tout à l'heure dans un précédent atelier, faire attention un petit peu à ça. Par contre, ce qui va être vraiment intéressant pour eux, je pense, ils vont être attentifs à ce que ce que l'entreprise dégage comme image, à savoir, moi j'ai quelques cas, je ne donnerai pas des noms d'entreprises, mais regardez les sites web des entreprises et vous verrez des entreprises où on ne voit que le patron, voilà, qui fait ceci, qui fait cela. Voilà, ça dégage une certaine chose. Et d'autres entreprises où on ne voit pas du tout la direction et on ne voit que les collaborateurs, les cadres intermédiaires. Parfois, c'est relativement rare quand même, des collaborateurs de n'importe quel niveau qui prennent naturellement la parole. C'est très rare quand même, très très rare, sur les sites web en tout cas. Mais par contre, quand un candidat voit qu'il n'y a pratiquement pas la présence de la direction, mais sur des cadres intermédiaires ou des chefs de service qui prennent la parole, qui expliquent. Et à mon avis, ça a plus de sens par rapport aux valeurs recherchées aujourd'hui que mettre un baby-foot ou mettre des valeurs hyper copiées sur tout le monde, bon, voilà, qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens. Tout le monde veut sauver la Terre. Bon, voilà, c'est pas assez significatif. Donc, je fais une distinction entre la promesse employeur et la marque employeur, qui est importante quand même, hein, évidemment. Eh bien, moi, je compléterai juste par rapport à l'annonce qui est faite. Parce qu'effectivement, il y a la promesse, il y a la marque. Et quand on fait des annonces, parce qu'on cherche un candidat, un informaticien commercial ou autre, je cherche la perle rare, je cherche un candidat qui sache faire un salto arrière, qui se lève à 6 heures du matin, qui travaille beaucoup et tout ce qui s'ensuit. C'est du bullshit. Franchement, aujourd'hui, tout le monde parle d'authenticité. On s'interroge encore qui fait ce type d'annonce. Ben, on fait une annonce pour décrire qu'est-ce qu'on attend du candidat. S'il arrive demain, qu'est-ce qu'il va faire dans l'entreprise? Et bien évidemment, si on attend des soft skills ou des hard skills, des compétences techniques, on les liste. Mais là encore, il ne faut pas être complètement à l'opposé de l'état d'esprit dans lequel va être un candidat quand il va lire l'annonce. Il ne faut pas faire l'annonce pour soi, pour dire qu'on est les plus beaux, les meilleurs. Il faut faire l'annonce pour la personne qui va lire l'annonce.
Effectivement, et pour rebondir là-dessus en termes de prise de parole, ce qui est intéressant et ce qu'il faut voir aussi, c'est que tout à l'heure, je disais que c'était le RH qui devait réseauter, mais le RH, il peut être appuyé effectivement par tous les collaborateurs, par cette marque employeur qui peut être diffusée par les collaborateurs. Ce que tu disais là, à l'instant, faut qu'il y ait de la vérité. Et ce qui est intéressant, nous, ce qu'on voit, c'est quand on arrive, alors ça ne se fait pas un claquement de doigts, mais à rendre ambassadeurs les collaborateurs. Mais quand je dis ambassadeur, je n'ai pas dit homme sandwich. C'est-à-dire ambassadeurs, c'est-à-dire que c'est des collaborateurs qui vont parler d'eux-mêmes, de ce qui se passe dans l'entreprise. Et en fait, ce qui est intéressant et les stratégies qui marchent les mieux, c'est quand on réunit la communication interne avec l'externe. Je m'explique. C'est que quand on arrive à faire en sorte que les collaborateurs, naturellement, et ils le font souvent facilement parce que ils sont dans tel événement et on leur dit, mais si, je te donne le droit de ne pas le faire uniquement sur une communication interne, sur un réseau interne, mais de le diffuser sur un réseau externe. Et d'ailleurs, le réseau qu'on va utiliser, ça va être maintenant le réseau externe. Et en fait, on mixe l'interne et l'externe, et du coup, on valorise vraiment l'entreprise avec une vraie parole. La vérité, maintenant, on peut plus, on a un œil dans votre entreprise, on rentre dans l'entreprise. Donc effectivement, on ne peut plus faire ah bah ouais, c'est vachement bien ici, alors que c'est complètement pas congruent, comme on appelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas aligné aux valeurs de l'entreprise. Ça ne marche plus. Donc voilà, un petit tips là-dessus. Quand on s'adresse à des boîtes un petit peu costauds, pensez à dépoussiérer votre communication interne pour en faire quelque part une valeur externe de l'entreprise. Et là, dans ces cas-là, ça permet de faire de la vraie marque employeur, effectivement, et des vraies valeurs. Comment tu disais, ça m'a promesse employeur. Je trouve que le terme, il est hyper. Et voilà, je ne sais pas s'il y a un copyright, mais je le prends maintenant en tout cas. C'est ça, c'est ça. C'est ça, la réalité, elle est là, la promesse employeur. Merci. Tu prends 10%, à chaque fois que j'utilise promesse, ça va coûter cher. Ça va me coûter cher. Merci. Alors, il y a une question moi, que je me pose et qui revient, c'est quel est le rôle du dirigeant de l'entreprise dans alors, cette marque employeur, toute cette visibilité en fait, de l'entreprise en tant qu'employeur, y compris d'ailleurs au niveau de la promesse. Je pense en particulier à des stars un peu comme Michel-Édouard Leclerc, par exemple, qui fait sa communication personnelle, mais aussi qui met beaucoup en scène ses collaborateurs. Est-ce qu'un dirigeant, même dans une PME, peut avoir un rôle de ce côté-là? Je vais reprendre, puis je vous donnerai le micro après. Le dirigeant, c'est toujours complexe parce que d'abord, ça doit venir de lui. Normalement, sur le papier, il est central. Le dirigeant est central, c'est lui qui va donner et impulser justement. Si le dirigeant ne prend pas la parole sur les réseaux sociaux, comment voulez-vous derrière les collaborateurs aient envie de le faire? Alors, quelquefois, on arrive quand même à leur donner envie parce qu'ils aiment ça et qu'ils le font, mais c'est quand même central. Après, en fait, c'est pour ça que je continue, ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est que quand on parle de Michel-Édouard Leclerc, je ne suis pas sûr, mais ça, il faudra le mesurer, c'est de l'extérieur, que certaines personnes à la caisse ou en rayon soient en harmonie avec Michel-Édouard Leclerc, mais je ne sais pas. C'est peut-être une fausse image que je me fais. Je ne suis pas dans des Leclerc, peut-être que j'ai tort. De l'extérieur, je me dis peut-être que quelquefois, il est dans un rêve du métier qui n'est pas forcément la réalité de terrain. Mais peut-être que je me trompe. Ça, je ne sais pas. Donc, ça veut dire que si je me trompe, peu importe si je me trompe ou si je ne me trompe pas, je me pose la question. Donc, ça veut dire quelque part que il faut que le dirigeant fasse les choses correctement et qu'il embarque. Je ne le vois pas beaucoup de fois à côté de ses collaborateurs, Michel-Édouard Leclerc. Je le vois beaucoup à côté de journalistes et peu de fois, en termes d'image, hein, j'entends, côté de collaborateurs. Donc voilà, il faut être en haut de cette ligne rouge. Le dirigeant doit être celui qui diffuse tout le reste. Et souvent, alors quand ils ne veulent pas le faire, bon, à la limite, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas grave. Ils ne le font pas. Mais bon, les collaborateurs. Mais quand ils le font, il faut le faire vraiment bien. Il faut que ce soit des Stakhanovitz de la prise de parole. Alors, je donnais cet exemple parce que justement, il est quand même assez souvent dans ces réseaux, je ne parle pas dans les médias, et dans ces réseaux, il est quand même très souvent au milieu des collaborateurs qu'il reconnaît sur des marchés. Voilà, c'est pour ça, et en particulier pendant le Covid, en fait, il était sur le tarmac avec les collaborateurs qui avaient fait venir les masques, etc. Mais j'entends tout à fait ce que tu dis. Mais voilà. Mais après, je n'avais pas d'autres exemples. Mais si vous en avez, moi, je suis preneur d'autres exemples. J'ai un exemple, c'est qu'en fait, il y a deux types de dirigeants. Il y a le dirigeant qui va effectivement porter les valeurs et mouiller le maillot et jouer
avec l'équipe, et puis il y a le dirigeant qui sous-traite. Donc, c'est pas l'un, enfin, il peut y avoir l'un et l'autre. Je vais vous citer l'exemple. Vous connaissez Pluvigné, Pluvigné, centre du monde. Et à Pluvigné, il y en a une belle entreprise, une pépite morbihannaise qui s'appelle Baxter, dont le DG s'appelle Marc Capdeville. Et Marc Capdeville nous a invités il y a quelques mois pour l'inauguration de son centre d'excellence et de formation. Et forcément, ça m'intéressait. Et il véhicule les valeurs et il joue vraiment son rôle, et c'est sincère et authentique. Et je devais passer 2 heures là-bas, on a passé 5 heures. Et en fait, les collaborateurs sont au même diapason et disent la même chose. La promesse employeur est vérifiée. Eux, en plus, ils sont Best Place to Work, et ceci depuis plusieurs années. C'est une entreprise qui est agile, c'est une entreprise qui a plusieurs centaines de personnes. Pour ceux qui ne connaissent pas Baxter, hein, et c'est possible, ils vont fournir tout ce qui va occuper une salle d'opération, depuis les caméras jusqu'au lit. Au départ, ils étaient connus pour les lits, anciennement Ilrom. Et donc là, eh bien, à chaque fois que lui prend la parole, par exemple parce qu'il sponsorise un club de rugby à Auray, pas loin d'ici, eh bien, on va retrouver quelque chose d'authentique. Et lui, il marque vraiment des points parce qu'il est complètement aligné entre la promesse et la réalité. Après, je connais aussi d'autres entreprises de taille plus petite qui, elles, eh bien, on va dire, le dirigeant laisse ça aux opérationnels en disant ben moi, je vais vous demander de vous en occuper parce que je n'ai pas la carrure, parce que je n'aime pas communiquer. Moi, je suis un analytique, je suis là pour les chiffres, pour la progression de l'entreprise, mais je n'ai pas envie de m'investir là-dedans. Voilà les 2 exemples que je souhaitais vous présenter. Franchement, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Tout est dit. Je rajouterai quand même un tout petit quelque chose. En fait, effectivement, tu as parfaitement raison. Quand un dirigeant se met au devant de la scène, quand il communique, il faut qu'il soit complètement authentique. Moi, je vois des clients qui ont envie de faire, enfin, ils ont envie. Comment on leur dit qu'il faut faire? Ils se disent, ben alors, on fait une vidéo vite fait, bien fait, et puis qu'on en finisse. Ben, dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas le faire. Voilà. En revanche, la personne peut quand même être présente sur les réseaux. C'est-à-dire, peut-être que la personne n'est pas très à l'aise en vidéo ou ce n'est pas quelque chose qui lui parle, mais peut communiquer, peut envoyer un post, peut faire des commentaires sur ce que ses collaborateurs communiquent. Voilà. Donc, il n'y a pas une règle absolue, il n'y a pas une autoroute qui dit c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, ça marche quand on est aligné par rapport à ce qu'on est, par rapport à son authenticité. Oui, alors moi je rajouterais sur la question de l'image du dirigeant. Moi, dans l'informatique en Bretagne, 96% des entreprises sont des TPE de moins de 10 salariés. 96%. Donc inutile de vous dire que la plupart du temps, ce ne sont pas des communicants. Ils n'ont pas le temps. Ce sont des informaticiens la plupart du temps qui ont créé leur entreprise ou des directeurs d'agence. Bon, peu importe, il y en a qui sont des très bons communicants, mais pas tous. Et dans tous les cas, du point de vue candidat, puisqu'on est là en train de parler des candidats, je ne suis pas sûr que ce soit, c'est relativement rare, ce que j'entends moi, qu'il y ait un attrait pour le dirigeant lui-même, quand bien même il serait visionnaire, parce que, encore une fois, c'est plutôt soit un environnement, soit une entreprise, soit les valeurs, soit des fois ça se résume même à ce qu'on appelle la stack technique, c'est-à-dire vraiment le langage de programmation qu'ils veulent développer eux-mêmes, et ils vont aller choisir une entreprise pour cette partie technique, ou alors le type d'application qui est déployé, bon, peu importe. Rarement pour le dirigeant en lui-même, pour les TPE. Ça, c'est vrai pour les TPE. Et je crois que c'est assez vrai du secteur de l'informatique où il y a très peu, en France en tout cas, très peu de grands capitaines d'industrie visionnaires, etc., avec beaucoup d'aura, beaucoup de charisme. C'est relativement rare. Donc, je dirais que ce n'est pas vraiment un point de vue. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'ils vont aller d'abord vérifier sur le site web que ce sont plutôt les collaborateurs qui sont mis en avant et les équipes plus que le dirigeant en lui-même. Donc, je crois que ce serait presque l'inverse. Mais je me trompe peut-être. Très bien, merci. Alors, tout à l'heure, dans ta présentation, Mathieu, tu as sous-entendu aussi qu'il n'y avait pas que les réseaux numériques. On avait aussi les réseaux professionnels. Alors, souvent, d'ailleurs, quand vous parlez de TPE et de PME, souvent, les dirigeants de TPE et PME sont plus forts dans les réseaux naturels que dans les réseaux numériques. Alors, à votre avis, comment on peut utiliser ces réseaux professionnels pour justement recruter aussi de façon sociale, entre guillemets? J'y vais. Les réseaux professionnels, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein.
Ça vaut le coup d'aller essayer de voir comment ça se passe, quelle est l'ambiance et pourquoi pas d'y adhérer. Personnellement, j'adhère à un certain nombre de réseaux professionnels, dont les DCF, les directeurs commerciaux de France. C'est vrai que quand on y vient, c'est pas forcément, en fait, quand on va dans un réseau professionnel, c'est pas forcément pour recruter en direct. Ça peut être de l'indirect, ça peut être pour chercher de l'inspiration, ça peut être pour avoir des idées, voir comment ces pairs, PAIRS, font. Voilà. Donc, effectivement, les réseaux professionnels, je ne peux que vous conseiller de regarder. Ce qui est important, c'est de trouver celui qui nous correspond. Et j'ajouterais que, en fait, il faut réseauter, ce que je disais tout à l'heure, que ce soit dans du physique ou dans du digital. En fait, il faut être sur les deux. Et il faut surtout nourrir les deux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire une passerelle. Et trop souvent, ceux qui sont souvent très réseauteurs physiques, ils oublient de faire le pendant digital, c'est-à-dire ramener les personnes sur son réseau de prédilection. Hein, ça peut être différents réseaux. Là, en l'occurrence, LinkedIn est encore plus approprié. Et vraiment faire une passerelle entre les deux. Et pareil, un réseau digital, la messagerie, elle est là pour emmener des tiens, ben, je vais à tel cocktail ce soir, est-ce que vous ou est-ce que tu voudrais venir avec moi, etc. Il faut vraiment utiliser les deux. Et souvent, on oublie cette couche digitale qu'on a au-dessus de nous en permanence. Souvent, je dis dans les réseaux, je dis lever la tête, on lève la tête, ben, au-dessus de nous, il y a un réseau. Il y a un réseau digital qu'il faut utiliser. Et effectivement, tu parles de DCF. Après, il y a plein de réseaux. En fait, peu importe le réseau, ce qui est important, ce sont les contacts et surtout, comme dans tout réseau, ce qu'on oublie trop souvent, même aujourd'hui au social selling, on va rencontrer quelqu'un, on va discuter, on va dire ah oui, cette personne-là, puis au bout d'un moment, est-ce qu'il y a un intérêt de discuter avec cette personne-là qui va peut-être pas m'apporter du boulot? Mais non, derrière cette personne-là, il y a 100 personnes parce qu'elle ne va pas peut-être parler de vous, parce qu'elle va vous donner une info, parce qu'elle va vous transmettre une info. Que ce soit sur LinkedIn, où c'est plus facilement visible, les réseaux qu'on a autour, mais en réel, c'est le cas. Bon, j'ai un peu digressé, mais en tout cas, le réseau physique, oui, forcément. Et puis, on reste humain, c'est toucher les gens, c'est quand même mieux que... J'aurais pas pu faire ça sur LinkedIn. Aujourd'hui, il faut bien avoir en tête que le premier point de contact, il est en ligne. Donc, le réseau existe d'abord. Mais comme le dit très bien Bruno Friedlansky, plus il y a de digital, plus il faut de l'humain. Et l'humain doit rester au centre. Et là, il a rebaptisé un peu sa baseline. Il dit plus il y a d'IA, plus il faut d'humain. Parce que tu nous l'as montré tout à l'heure avec Midjourney ou ChatGPT, on voit très bien que l'IA est en train de prendre le pas. J'ai envie d'élargir un tout petit peu le débat parce que je présentais un point sur les métiers d'avenir. Et si des compétences pouvaient durer ad vitam il y a quelques années, aujourd'hui, une compétence ne dure que 18 mois. Donc, d'un côté, si on revient sur notre thème du social recruiting, il faut de l'agilité de la part de l'entreprise, du dirigeant, pour montrer ce qu'il est et que ce soit aligné. Et de l'autre, eh bien, il faut faire évoluer ça en permanence parce que, comme tu l'as très bien dit, Hervé, aujourd'hui, c'est le candidat qui choisit là où il a envie d'aller travailler. Et je vois très bien comment fonctionnent les jeunes qui disent bah là, je veux bien venir, mais ensuite, je vais partir de septembre à avril faire du surf et je reviendrai après. Donc, tout ça, les règles du jeu changent en permanence. Donc, l'entreprise, pour mieux recruter, doit faire preuve d'agilité, doit être alignée par rapport à la marque employeur et puis doit justement être présente sur des réseaux. Tiens, ça vient de s'éteindre. Doit être présente sur des réseaux qui soient physiques ou en ligne. Les réseaux physiques, on les choisit. On en parlait ce matin, il y en a des centaines. Et donc, à partir du moment où on a choisi un réseau qui nous correspond par rapport à un corps de métier, eh bien, ça peut fonctionner. Tout métier va trouver le réseau physique qui lui va bien. Ça peut être aussi du sport. Hein. Alors, le réseau physique, oui, évidemment, 10 fois oui, en complément des premiers points de contact digitaux la plupart du temps, ou indépendamment, peu importe, mais du point de vue d'un candidat, un candidat qu'il soit junior ou expérimenté, qui serait en recherche d'opportunités, aurait un contact avec un DRH, un chef d'entreprise, une responsable RH, une responsable commerciale, peu importe, et lui remettrait physiquement de main à la main une carte de visite ou un CV, évidemment, a 10 fois ou 20 fois ou 30 fois plus d'impact que le même point de contact digital par LinkedIn, parce que
on est tous pareils. Clairement, sur LinkedIn, on reçoit plein de sollicitations. Des fois, on y prête attention, des fois un peu moins. Mais quand on a une personne physiquement en face de nous, on a tous fait l'expérience. On ne peut pas éviter pardon, le regard, le contact physique. On ne peut pas dire bah non, je n'ai pas le temps parce on est là en face de la personne. Donc, on va l'écouter et l'impact, il est infiniment supérieur. Et évidemment, on se rappelle toujours de la personne qu'on a rencontrée physiquement. Sur LinkedIn, moi, je reçois je ne sais pas combien de notifications par jour et même plein de CV. Des fois, j'en rate. Alors que physiquement, évidemment. Et on a fait aussi l'expérience de la recommandation. Ça vous est tous arrivé vous recevez plein de CV, vous ne les regardez même pas. Les candidatures spontanées, ça ne marche plus très bien, à vrai dire. Par contre, si quelqu'un vous envoie en disant bah, tiens, il y a un alternant, il cherche un truc, tu ne peux pas l'aider, ou c'est mon neveu, ou je ne sais pas quoi, blabla, franchement, ça a beaucoup plus d'impact. Évidemment. Donc, le côté humain vient se augmenter, entre guillemets, la candidature digitale. Évidemment, les deux sont complémentaires. Mais si tous les candidats qui cherchent du travail pouvaient aller dans des réseaux physiques, aller voir directement un chef d'entreprise, quand bien même il le pourrait, ce serait évidemment bien plus impactant si on le fait en digital, parce que c'est plus facile, c'est plus rapide et qu'on ne peut pas aller dans toutes les réunions. On n'est pas invité ou bon, voilà, il y a d'autres contraintes. Mais c'est bien plus efficace, évidemment. Très bien, merci. J'avais une dernière question, mais après on va voir s'il y a des questions dans la salle. Ça met de la pression hein, sur Pascal. On a les noms. J'avais une question, parce que donc, quand on parle de réseau, souvent on a tendance, enfin, on a cette image quand même de plutôt moyen, long terme, puisqu'on va créer des relations, entretenir les relations. Et j'imagine que pour certains candidats, à la limite, ils ne prennent pas ce poste-là. Enfin, je parle en particulier pour les gens qui sont des professionnels du recrutement. Il ne va pas être intéressé par ce poste-là, mais ça peut être quelqu'un qui, dans 18 mois, va être intéressé par un autre poste, ou pour lui, ce n'était pas le bon moment parce qu'il était bien où il était, et puis dans 18 mois, il ne le sera pas. Les degrés de maturité dont tu as parlé tout à l'heure, Mathieu. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à un dirigeant, à un recruteur, peu importe, pour justement entretenir cette relation-là, pour rester un peu en veille par rapport à ces profils qui nous semblent intéressants, mais on n'a pas forcément de point sur lequel se connecter aujourd'hui? Je vais faire une réponse rapide et je vais passer la parole ensuite. Je pense qu'il faut garder contact avec certains candidats qui ont des belles compétences et un joli profil et les rappeler de temps en temps. Ce qu'on peut faire dans un cabinet de recrutement dans lequel j'ai eu l'occasion de travailler, par exemple. On peut également rappeler quelqu'un pour savoir s'il est toujours en poste, s'il a envie de changer ou pas. Et à partir du moment où ça ne prend pas longtemps, hein, ça peut même être par message sur LinkedIn ou ça peut être, si on a son 06, directement sur sa messagerie vocale. Donc, c'est un petit peu une routine à avoir. Et puis, un peu comme on le faisait avant, mais c'est valable pour ça également, avoir un espèce de vivier, avoir des happy few, une shortlist de personnes qui ont des compétences que l'on peut être amené à rechercher parce qu'on a un gros client qui s'appelle Thales, par exemple, et qui recrute des profils bien spécifiques, très techniques, ou parce qu'on a un client dans l'agroalimentaire qui veut des gens qui ont une maîtrise ingénieur avec en plus un côté agro. Effectivement, c'est un sujet, c'est une question super intéressante. Nous, on est en plein dedans parce que nous, on qualifie beaucoup de commerciaux. Chaque jour, on a un certain nombre d'entretiens avec des commerciaux pour les évaluer leurs compétences. Et on ne place pas tout le monde tout de suite parce qu'il y a des exigences aussi du commercial. Voilà. Et donc, effectivement, nous, on essaye de veiller sur ces commerciaux, de les nourrir et justement de leur montrer certaines marques d'intérêt. Donc, pour te donner des exemples concrets, on leur souhaite la bonne année, joyeux Noël à la fin d'année, on organise 1 ou 2 événements dans l'année, on envoie des invitations, tout le monde n'est pas obligé de venir. Et surtout, quelque chose qui est assez facile à mettre en œuvre quand c'est notre métier, c'est de leur permettre de progresser, même s'ils ne sont pas avec nous. C'est-à-dire, on a des tips, des astuces, on a un support de formation super intéressant, quelque chose d'assez léger, le partager avec eux. Il y a quelque chose qui a changé. On a testé un nouvel outil qui permet de générer des leads. Eh bien, on envoie un mail pour dire à tout le monde, voilà cet outil, on l'a testé, voilà les plus, voici les moins. Donc, on maintient le lien avec des éléments qui peuvent leur être profitables.
Oui, alors du coup, c'est le travail des recruteurs hein, de maintenir ce qu'on appelle un pool de candidats, un vivier. Donc, on est en permanence en veille sur tous les profils disponibles, d'où l'importance de se montrer disponible aussi sur les réseaux sociaux. On n'en a pas parlé, mais dans LinkedIn, d'apparaître comme Open to Work ou ce genre de choses, ou de mettre à jour son CV dans les job boards comme Hello Work et autres. Donc, nous, on maintient, c'est notre métier. On a des outils, on a ce qu'on appelle les ATS, qui nous permettent de retrouver rapidement des candidats qu'on n'a pas retenus pour une fois précédente ou qu'on a trouvé qu'on n'avait pas d'opportunité au moment où on les a trouvés. Ça, c'est du côté recruteur, donc c'est notre métier. Bon, on le fait plus ou moins bien. Donc, ça peut arriver qu'on le rate des concordances entre un besoin de compétences et un vivier de candidats. Donc, moi, ce que je dis toujours à mes candidats, c'est, comme disent les Anglais, il faut sonner la cloche de temps en temps. Donc, une fois par mois, 2 mois, 3 mois, quelqu'un qui, alors c'est très rare en informatique, qui reste sur le marché ou qui est un peu attentif. Je dis, mais n'hésitez pas à me renvoyer un petit message, alors SMS, WhatsApp, LinkedIn. Bon, il y a plus de, c'est multicanal, hein, donc peu importe, on prend tout. Mais on renvoyait un petit message au recruteur ou au chef d'entreprise en disant, je suis là, je suis ouvert, et si vous avez un poste, je suis disponible. Pourquoi? Parce que 60% des jobs fournis, enfin proposés en France ne sont pas visibles. Hein, n'oubliez pas ça. Les annonces visibles, publiques, ce n'est que 40% des postes à pourvoir. Hein. Donc 60% sont des emplois cachés. Donc si vous n'allez pas vers les emplois, ben, vous ratez 60% d'opportunités. Loïc passe. Oui, alors pour rebondir au niveau des outils, ce qui est intéressant aussi, c'est côté recruteur, il y a LinkedIn Recruteur, alors qui coûte une blinde, mais qui peut être très utile justement pour mettre de côté les candidats. En fait, c'est un pseudo CRM. On va quand même, c'est pas, je le vends pas très bien là, mais ça permet de mettre de côté les candidats et puis pouvoir les checker facilement. Ça, c'est quand même un outil intéressant. Et effectivement, côté candidat, on le dit parce que nous, on forme aussi des personnes qui se réinsèrent. Le macaron Open to Work, vous pouvez le mettre pour qu'il ne soit visible que par les recruteurs. C'est-à-dire que par ceux qui ont payé LinkedIn Recruteur. C'est-à-dire que personne ne le voit, sauf les personnes qui sont en LinkedIn Recruteur. Donc ça c'est intéressant, en fait, de penser aux outils à la fois côté candidat et côté recruteur. Là-dessus, d'avoir une veille. Et la petite clochette, elle existe. Vous pouvez mettre une clochette sur les candidats ou sur le recruteur, enfin peu importe dans quel sens, pour que quand la personne prenne la parole, je sois averti d'eux. Donc si vous avez un candidat qui dit, tiens, vous ne l'obligez pas, mais vous l'incitez fortement à activer la clochette sur votre profil, et comme ça, quand vous prenez la parole de tout à l'heure qui est plurielle, boum, il est fidélisé en permanence. Merci beaucoup, messieurs, dames. On a donc terminé cette tu avais quelque chose à dire? Non. Cette table ronde. Pour les personnes qui viennent de participer, nous sommes disponibles encore pour cet après-midi si vous avez d'autres questions complémentaires qu'on n'aurait pas traitées. Merci beaucoup.